Ma famille a ri lorsque ma fille a reçu un sac cadeau, essayez plus fort l'année prochaine, lors d'une fête. Ils n'ont pas ri lorsque j'ai cessé de payer leurs factures et que j'ai envoyé les reçus de plusieurs années de soutien financier à tous les membres de la famille lors de l'anniversaire de ma cousine. Ma sœur a distribué des sacs cadeaux à tous ceux qui comptaient. Celui de ma fille contenait un post-it qui disait « Essayez plus fort l'année prochaine ». Nous n'avons pas fait de scène, nous sommes simplement partis. Le lendemain matin, ma sœur a ouvert sa porte d'entrée et a crié si fort que le voisin a appelé la police. J'aimerais pouvoir dire que j'étais choqué. J'aimerais pouvoir dire que lorsque j'ai vu ce qu'ils avaient donné à ma fille, mon sang a glacé, ou que le temps s'est ralenti, ou quoi que ce soit que les gens disent dans ces moments dramatiques de film. Mais la vérité est que cela ressemblait à quelque chose que j'attendais non pas avec espoir, mais avec une lourde appréhension, une sorte de « bien sûr, cela arrive ». La fête avait lieu chez ma sœur, qui est essentiellement un tableau Pinterest devenu réalité, des arches de ballons géants aux couleurs parfaitement coordonnées, une table de dessert qui semblait avoir son propre responsable des relations publiques, des t-shirts assortis pour les jumeaux qui fêtaient leur anniversaire et qui disaient « Né pour briller ». Des enfants couraient partout, serrant des sacs de fête cousus à la main comme des trésors. Ma fille serrait le sien. Elle a 7 ans. Elle portait le serre-tête scintillant qu'elle avait choisi elle-même ce matin-là, celui qui, selon elle, lui donnait l'impression d'être une galaxie. Elle était nerveuse avant notre arrivée où elle l'est toujours avec les grandes foules mais elle s'est entraînée à dire « Joyeux anniversaire » 2 fois en voiture. Elle a même fait 2 petites cartes elle-même, une pour chaque cousin, y a dessiné des petites étoiles et les a signées, avec amour. J'étais fier d'elle simplement pour sa présence. Mon mari et moi sommes restés près de la table des mets, échangeant des banalités polies avec des gens que nous connaissions à peine. J'ai essayé d'ignorer la façon dont ma sœur nous a à peine reconnus, comment ma mère m'a adressé ce sourire fragile qui disait « Ne commencez rien », comment mon père a hoché la tête une fois et est retourné à la découpe du jambon comme si cela nécessitait une concentration chirurgicale. Puis ils ont distribué les sacs cadeaux. Chacun portait le nom de l'enfant en lettres scintillantes ou des animaux en peluche, des baguettes à bulles, des gourdes personnalisées, un petit porte-clés avec une initiale. Un à un, les enfants ont rayonné et les ont déchirés comme si c'était le matin de Noël. Puis ils en ont donné un à ma fille, un simple sac en papier blanc, pas de paillettes, pas de nom, juste un seul post-it collé de travers sur le devant de l'écriture de ma sœur, « Essayez plus fort l'année prochaine ». Ma fille a cligné des yeux, comme si elle le lisait mal, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui expliquerait la blague. Elle a plongé la main dedans, un crayon cassé, une gomme, une menthe poivrée emballée qui semblait avoir traîné dans le sac à main de quelqu'un. C'était tout. Je l'ai vu ravaler sa salive. Elle m'a regardé. J'ai senti ses petits doigts se rapprocher des miens, comme si elle se préparait à quelque chose, comme si elle pensait avoir fait quelque chose de mal. Puis sont venus les rires des adultes. Ma sœur a ri la première, ce rire aigu et perçant qu'elle utilise lorsqu'elle veut que tout le monde sache qu'elle est responsable de la blague. Elle a fait des siennes ces derniers temps, a-t-elle dit, balayant cela comme si c'était mignon. Interrompre, répondre, pleurer pour des broutilles, c'est juste un petit coup de semonce. Ma mère a gloussé. Honnêtement, c'est bon pour elle. Vous la câlinez trop. Même mon père a grogné un demi-rire, comme si tout cela était juste gênant mais inoffensif. Les autres enfants ont ri aussi, ils ne savaient pas pourquoi ou les enfants ne le savent jamais vraiment mais ils ont suivi le mouvement. Ma fille a souri, ce sourire serré et tremblant que les enfants font lorsqu'ils essaient de ne pas pleurer. Mon mari m'a regardé non pas avec choc, mais avec quelque chose de plus calme, de plus stable. Il s'est accroupi à côté d'elle, a pris délicatement le sac de ses mains et a dit « Tu n'as pas besoin de ça. Allons chercher un vrai gâteau. » Nous nous sommes levés. Je n'ai rien dit, lui non plus. Nous lui avons pris les mains et nous sommes sortis de cette maison comme si nous sortions d'un immeuble en feu. Personne n'a essayé de nous arrêter, personne ne nous a appelés, pas même ma sœur. À la maison, ma fille s'est assise sur le canapé et a regardé les étoiles scintillantes sur ses cartes d'anniversaire, comme si elle pouvait se réorganiser pour former une raison. Elle a demandé, « Est-ce parce que je n'ai pas assez vite remercié ?» J'ai dit, « Non, ma chérie. C'est parce que certaines personnes oublient comment être gentilles. » Elle a hoché la tête, a serré les cartes contre sa poitrine comme si elle pouvait protéger son cœur. Elle s'est endormie sur le canapé, blottie sous la douce couverture que son père lui avait offerte pour Noël dernier, celle qui dit « Tu es en sécurité. Tu es forte. Tu es aimée. » Je suis resté dans la cuisine pendant que mon mari préparait du thé.
Aucun de nous deux n'a beaucoup parlé, nous n'avions pas besoin de le faire. Ce n'était pas nouveau, juste définitif. Après un moment, il a dit, j'ai suspendu les paiements, le loyer, la carte d'épicerie, le fonds électrique, tout. J'ai hoché la tête. J'ai ouvert le tiroir où nous gardions les choses importantes, j'ai sorti le dossier que j'avais complété tranquillement au fil des ans, messages textes, photos, impression de l'email où ma sœur demandait si je pouvais m'occuper de ses enfants pendant une semaine afin qu'elle puisse faire un voyage de ressourcement en solo bien nécessaire, les reçus Venmo, celui où j'ai couvert l'impôt foncier de nos parents et où ils ont dit « Nous vous rembourserons après la croisière ». Le dossier était épais. J'y ai ajouté une dernière chose, le post-it, essayez plus fort l'année prochaine. Je l'ai glissé dans une pochette transparente, juste au-dessus. Mon mari m'a regardé, n'a rien dit, mais quand je l'ai regardé, il a hoché la tête non pas comme quelqu'un qui donne la permission, mais comme quelqu'un qui dit « enfin ». Demain matin, j'ai déposé quelque chose discrètement. Pas de message, pas de confrontation, juste la vérité. Il voulait donner une leçon à ma fille, très bien, ils allaient en apprendre une aussi. Cela n'a pas commencé avec ma fille, c'est la partie qui fait vraiment mal. Cela n'aurait jamais dû l'atteindre. Elle aurait dû être en sécurité, protégée, aimée par toute sa famille pas seulement celle dans laquelle elle est née. Mais c'est arrivé. Cela a commencé bien avant elle. Cela a commencé avec moi. Grandir dans ma maison signifiait apprendre à jouer un rôle, à se transformer en la version d'enfant qui recevait le moins de critiques ce jour-là. Cela signifiait lire la pièce avant même d'apprendre à lire un livre. Cela signifiait que le silence était plus sûr que l'honnêteté, et faire semblant d'être heureux était plus facile que d'expliquer pourquoi on ne l'était pas. Emma a toujours été la préférée. Cela n'a jamais été dit à haute voix, pas directement, mais ce n'était pas nécessaire. C'était dans le ton de voix que mes parents utilisaient lorsqu'ils lui parlaient, dans la façon dont ils s'illuminaient à ses histoires, même lorsqu'elles étaient ennuyeuses, dans la façon dont mes réussites étaient reconnues par un « c'est bien » distrait, tandis que les victoires les plus mineures d'Emma étaient célébrées avec un gâteau et 50 textos de groupe familial. Je me souviens qu'une fois, en 3e année, je suis rentré à la maison en serrant un certificat de présence parfaite. J'avais lutté contre le rhume et les maux d'estomac juste pour obtenir ce papier. Je l'ai remis à ma mère avec fierté, et elle l'a à peine regardé avant de dire « Emma a été nommée élève du mois ». Tu sais que c'est beaucoup plus important. Lorsque j'ai rapporté un B+ en mathématiques, une matière avec laquelle j'avais lutté pendant des mois, mon père a dit « Ta sœur n'a jamais ramené moins qu'un A ». Lorsque j'ai obtenu le rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école, ils ne sont pas venus, Emma avait un match de volleyball ou un match d'entraînement, pas même un tournoi mais c'était important pour elle, alors ils ont dit qu'ils essaieraient de venir au prochain. Ils ne l'ont jamais fait. Les anniversaires étaient les pires. Mes fêtes étaient toujours des célébrations conjointes avec Emma, même si nos anniversaires étaient séparés de près de 2 mois. Mon nom était une pensée après coup sur le gâteau. Une année, ils nous ont donné un seul cadeau à partager, une paire de rollers, à la taille d'Emma. J'étais toujours trop ou pas assez, trop silencieuse, trop dramatique, trop timide, trop opiniâtre. Je pleurais trop facilement, je posais trop de questions. Je me suis défendu, je me suis boude, je ne souriais pas assez, je ne souriais pas de la bonne façon. Il n'y avait pas de bleu, pas de cris, juste un bourdonnement constant de ne pas être à la hauteur, puis on me disait que j'étais sensible de le remarquer. Quand j'avais 15 ans, je suis rentré en pleurant après qu'un professeur m'ait accusé de tricherie à un examen, je ne l'avais pas fait. J'étais dévasté. La réponse de ma mère a été « Eh bien, tu restes beaucoup pour toi. Peut-être que tu as l'air suspecte. La prochaine fois, essaie de sourire plus et d'agir normalement. » À 17 ans, j'ai enfin eu le courage de dire à mes parents que je pensais peut-être être déprimé. Ma mère a levé les yeux au ciel et a dit « C'est la nouvelle tendance, n'est-ce pas ? Tout le monde pense être déprimé. Qui s'ennuie ? Trouve un passe-temps. » Emma m'a dit que j'étais dramatique, puis elle a emprunté mon chargeur de téléphone et ne me l'a jamais rendu. Au moment où je suis parti pour l'université, j'étais engourdi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent le jour de l'emménagement, et ils ne m'ont pas déçu. Ils m'ont envoyé une carte avec un retard d'1 semaine avec 25 $ et un post-it qui disait « Ne gâche pas tout ». Je n'ai pas gâché tout. J'ai réussi mes études, j'ai trouvé une thérapie, j'ai appris à nommer les choses, négligence émotionnelle, bouc émissaire, contrôle passif-agressif. J'ai appris à désapprendre cela. Lorsque j'ai rencontré mon mari, j'avais encore peur d'en faire trop. Je me suis excusé d'avoir pleuré pendant un film. Il m'a juste tendu un mouchoir et a dit « Cette partie a été dure, hein.
Comme si c'était la chose la plus normale du monde. Il a été la première personne à me demander ce que je voulais pour mon anniversaire et à vraiment bien le deviner ou non pas parce qu'il avait deviné, mais parce qu'il avait écouté. Lorsque je lui ai parlé de ma famille, je l'ai minimisé, j'en ai fait quelque chose de bizarre. Il n'a pas insisté. Mais la première fois qu'il les a rencontrés, il m'a serré la main sous la table après le dîner. Il a dit, tu n'exagérais pas. Je les ai laissés revenir quand nous avons une autre fille. Je voulais qu'elle ait une grande famille, des cousins, des vacances, des grands-parents qui la couvraient d'attention. Je voulais qu'elle ait ce que je n'avais pas. Cela a commencé lentement, ma sœur commentant les vêtements de ma fille, elle s'habille un peu décalée, n'est-ce pas, ma mère insistant sur le fait que ma fille devait faire un câlin à tout le monde, même lorsqu'elle ne le voulait pas, ne sois pas impolie, ma chérie. Fais un bon câlin à oncle Bill, mon père faisant des blagues sur le fait qu'elle était douce lorsqu'elle pleurait à cause des bruits forts, il vaut mieux qu'elle se durcisse si elle veut réussir dans cette famille. J'ai essayé d'expliquer, je leur ai dit qu'elle avait des difficultés de traitement sensoriel, qu'elle avait besoin de soutien, pas de honte, qu'elle faisait de son mieux. Ils ont levé les yeux au ciel. Tu réagis de façon excessive. Elle va bien. Emma m'a traité de parent bulldozer, a dit que j'éduquais un futur paillasson, et lorsque j'ai fixé des limites, je suis devenu le problème, la personne difficile, la personne dramatique. Chaque fois que je me suis défendu pour ma fille, cela a été accueilli par les mêmes tactiques qu'ils utilisaient sur moi, minimisation, moquerie, silence glacial. Parfois, ils m'ont même plaint, ce qui était pire. Elle veut juste se sentir importante, a chuchoté ma mère une fois à Emma, sans se rendre compte que j'étais à portée d'oreille. Laissons-la faire ça. Ceci, comme le fait de défendre mon enfant, était une phase, une crise de colère, et je l'ai laissé passer. Je l'ai laissé passer plus de fois que je ne peux le compter parce que j'ai continué à espérer que cela s'améliorerait, qu'il changerait d'avis, que peut-être cette fois, il la verrait vraiment. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont vus, leur besoin de se sentir supérieur, leur désir de maintenir la hiérarchie qui les mettait à l'aise. Ma fille n'était que la suivante à recevoir le même traitement qu'ils m'avaient infligé. Seulement maintenant, je savais ce que c'était, et maintenant j'avais le choix. Je pouvais continuer à leur donner des chances, à les laisser la briser petit à petit, comme ils m'avaient brisé, ou je pouvais arrêter le cycle. J'ai choisi elle. Je me suis choisi. Et demain, ils comprendront ce que cela signifie. Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là. Ma fille a finalement sombré dans le sommeil, son doigt toujours enroulé autour de la carte d'anniversaire qu'elle avait faite pour ses cousins. Je suis resté éveillé sur le canapé, regardant le curseur clignoter sur mon écran comme s'il osait me faire finir ce que j'avais commencé. À 4h07, j'ai envoyé un courriel au propriétaire, celui qui gère le duplex où habite ma sœur. J'ai expliqué que je ne paierais plus le supplément mensuel. Nous avions convenu de cet arrangement officieusement, mais le propriétaire connaissait mon nom, savait que le loyer provenait toujours de notre compte. Il a répondu en moins de 20 minutes, compris. Je la préviendrai du solde mis à jour aujourd'hui. À 4h49, mon mari a rédigé la lettre à la société de prêt concernant la voiture. C'était notre nom sur les documents, notre crédit en jeu, notre argent qui a permis d'effectuer la compte. Emma avait déjà fait défaut 2 fois avant que nous n'interventions, cette fois, nous n'interventions pas, nous nous sommes retirés. À 6h02, nous avons tout imprimé, texto, email, capture d'écran de messages de groupe où ma fille était qualifiée de difficile, où Emma écrivait « Elle va être comme sa mère, trop sensible et épuisante ». Il y avait même un mémo vocal, un extrait de Noël il y a 2 ans où ma mère, ne réalisant pas que mon mari enregistrait un moment familial pour la postérité, s'est penchée vers Emma et a dit « Ne te donne pas la peine de lui acheter quelque chose de bien, elle ne l'apprécie jamais de toute façon. » Elle parlait de moi. À cette heure, tout était dans le dossier, étiqueté, annoté, relié avec un ruban cramoisi que j'ai trouvé dans le tiroir à bric-à-brac, un ruban provenant de l'un des anniversaires des enfants d'Emma. Je n'avais pas prévu cette partie, cela semblait juste. À 7h30, nous sommes allés chez ma sœur. Pas de mots, juste l'enveloppe. Mon mari l'a posée délicatement sur le paillasson. Nous avons sonné et sommes partis. Nous étions à mi-chemin de la rue lorsque nous l'avons entendu, le cri, sauvage, sans retenue, un son qui lui a arraché la gorge comme s'il vivait dans sa gorge depuis des années. Je ne me suis pas retourné. Mon mari a serré le volant plus fort, et pendant un instant, il a souri. Plus tard, j'ai appris que le voisin est sorti en robe de chambre, pensant que quelqu'un avait été blessé. Il a appelé la police lorsqu'il a vu Emma sur la pelouse,
le visage rouge et frénétique, serrant le dossier comme s'il était radioactif. Lorsque les policiers sont arrivés, elle a essayé de leur dire qu'il s'agissait de harcèlement, que sa sœur folle essayait de détruire sa vie. Ils ont feuilleté le dossier, puis lui ont calmement dit qu'il s'agissait d'une affaire civile, de rien d'illégal, de rien qui vaille la peine d'être intensifié, juste la vérité. À midi, mon téléphone avait explosé, 38 messages de ma sœur. Les premiers étaient des diatribes en majuscules, qu'est-ce qui ne va pas chez Théoï? Tu penses que c'est drôle? Puis la culpabilité est arrivée, nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous faire ça. Puis les supplications, s'il te plaît, tu ne peux pas simplement arrêter de payer comme ça à cause d'une blague. Puis les menaces, si tu ne retires pas ça, tu le regretteras. Je l'ai bloqué. Ma mère a appelé 4 fois, a laissé un message vocal sur le 3e, tu es allé trop loin. Cette famille a toujours eu des problèmes, mais tu viens d'allumer une allumette. Que veux-tu de nous? Elle semblait plus en colère que désolée. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé la version numérique du dossier à nos parents éloignés, mes tantes, mes oncles, mes cousins sans commentaire, juste un simple objet, au cas où vous vous seriez toujours demandé pourquoi nous avons cessé de venir. À la fin de la journée, j'avais 20 réponses. La moitié d'entre elles étaient une version de « je n'avais aucune idée ». Un cousin a envoyé une seule phrase « bravo ». Les véritables retombées ont commencé 2 semaines plus tard. Le propriétaire a donné suite, Emma avait 30 jours pour payer le montant total ou faire face à une expulsion. La société de prêt a signalé la voiture, ses paiements en retard ont déclenché un examen, et elle a reçu un avertissement. Mon mari a souri lorsqu'il a vu la notification. Mes parents ont appelé mon mari hop à moi. Elle ne nous écoute pas, a dit ma mère, mais peut-être qu'elle t'écoutera. Dis-lui que nous sommes désolés. Dis-lui qu'elle n'a pas besoin de faire ça. Il lui a dit la vérité, elle ne te fait pas ça, vous vous l'êtes fait vous-même. Ils sont venus chez nous le lendemain matin. Ma fille les a vus par la fenêtre, son visage est devenu pâle. Je les ai rencontrés à la porte, je ne les ai pas laissés entrer. Nous voulons juste parler, a dit mon père. Ça devient hors de contrôle. Non, ai-je dit, ça s'appelle des conséquences. Ma mère a essayé de pleurer, il n'y avait pas de larmes. Je n'ai pas cédé. Ils ont laissé une carte dans la boîte aux lettres, une de ces cartes de condoléances génériques. À l'intérieur, il était écrit « Nous avons le sentiment que notre famille nous manque ». Je l'ai renvoyé avec un post-it, moi aussi. Et puis je suis retourné à l'intérieur, où ma fille lisait sur le canapé, les jambes repliées sous une couverture, le visage paisible. Elle a levé les yeux et a demandé « Était-il en colère ?» J'ai secoué la tête. Ils étaient bruyants. Ce n'est pas la même chose. Elle a hoché la tête. Ce soir-là, mon mari nous a emmenés prendre une glace. Nous n'avons pas célébré, nous avons juste respiré. Mais dans cette respiration silencieuse, il y avait quelque chose de nouveau, la paix. Et c'était terriblement fort. Pendant environ une semaine, il y a eu le silence ou plutôt, une rage silencieuse qui bourdonnait juste sous la surface. Ma sœur avait explosé, c'est sûr, mais après le cri initial, la rafale de textos et les tentatives ratées de culpabilisation, les choses sont devenues sombres pendant un moment. J'ai pensé que c'était peut-être ça, peut-être qu'enfin elles avaient compris le message. Elles ne l'avaient pas fait. 10 jours après le dépôt du dossier devant la porte d'entrée, ma fille est rentrée de l'école avec une note dans son sac à dos d'Emma. C'était sur du papier à lettres pastel avec de petits cœurs sur les bords, comme si c'était destiné à un enfant. À l'intérieur, le message était court, si tu te sens jamais triste ou confuse, souviens-toi que tante Emma t'aime. Tu peux m'appeler à tout moment, même si ta mère dit non. Ma fille m'a regardé, confuse. Ai-je fait quelque chose de mal? J'ai senti la fureur monter dans ma gorge avant de pouvoir l'arrêter. Ce n'était plus seulement une question de limite. C'était de la manipulation ciblée, délibérée et sournoise. J'ai immédiatement appelé l'école. Il s'avère que ma sœur avait utilisé le nom d'une de ses amies pour pouvoir déposer quelque chose pour une nièce. Aucun contrôle d'identité, aucune surveillance, juste un sourire forcé et un nom. Cet après-midi-là, j'ai déposé une ordonnance officielle de non-contact auprès de l'école, du district et de la police. J'ai envoyé une lettre de cessation et d'abstention à ma sœur et à mes parents. Mon avocat a fait un suivi 2 jours plus tard.
Un faux compte a commencé à me taguer sur les réseaux sociaux, me traitant d'ingrate et publiant des photos d'enfance floues avec des légendes comme « Certaines personnes oublient qui les a élevés ». Un autre message anonyme disait « Souviens-toi, les enfants grandissent. Un jour, elle saura ce que tu as fait ». C'était la goutte d'eau. J'ai tout envoyé à mon avocat, qui l'a transmis aux forces de l'ordre. Ma sœur a posté un selfie en pleurs avec la légende « Quand votre famille se retourne contre vous ». Place à la parade de la sympathie. Jusqu'à ce que la vérité commence à fuiter et discrètement, une tante, puis une cousine, puis une autre cousine. Des captures d'écran ont circulé, des messages vocaux ont été rejoués. Les gens ont vu les preuves, comme je l'avais fait. Mes parents ne l'ont pas bien pris. Ils ont essayé de rallier la famille élargie par une conférence téléphonique Zoom d'urgence. Je n'y ai pas assisté, mais apparemment, lorsqu'on a demandé pourquoi je n'avais pas été invité à l'anniversaire de grand-père l'année dernière, ma mère s'est figée. Quelqu'un d'autre a demandé pourquoi Emma avait puisé dans le fonds d'urgence familial alors qu'elle est la seule à avoir un salaire stable. Un autre a posé des questions sur la fête d'anniversaire si l'histoire qui circulait était vraiment vraie. Elle l'était. À la fin de l'appel, 4 personnes avaient quitté la réunion discrètement. Mes parents ont cessé de publier des photos d'événements familiaux, ma sœur a supprimé son compte. Puis est arrivée la lettre une chose désespérée et décousue de ma mère, écrite à l'encre bleue sur du papier à en-tête, la famille est compliquée. Nous avons fait des erreurs, mais en fin de compte, nous sommes tout ce que nous avons. Ne punissez pas tout le monde pour toujours à cause d'un seul malentendu. Votre fille regrettera cette distance, vous aussi. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai encadré la lettre et je l'ai accrochée à côté du post-it qui avait tout déclenché. Et c'est plus fort l'année prochaine, ai-je écrit. Puis j'ai aidé ma fille à accrocher des guirlandes lumineuses autour de son nouveau lit. Elle a choisi les douces, celles qui changeaient de couleur lentement, comme une respiration. Sa respiration avait changé et plus facile maintenant, plus douce, pas tendue et gardée comme avant. Elle s'est fait de nouveaux amis et 2 filles du cours d'art, des âmes douces, curieuses et gentilles qui ne riaient pas lorsqu'elle avait besoin de se couvrir les oreilles ou de faire des pauses. Elle a commencé à dormir toute la nuit. Un matin, elle m'a dit « Mon cœur n'a plus l'impression de bourdonner ». Je l'ai serré si fort qu'elle a couiné. Et puis une dernière chose s'est produite à la fin de l'année scolaire. Sa classe a organisé une journée familiale, les élèves pouvaient inviter un adulte à s'asseoir avec eux, à manger des biscuits et à voir leurs projets artistiques. Elle m'a choisi, bien sûr. Son projet était une peinture abstraite, avec des galaxies tourbillonnantes et de douces comètes roses. Dans le coin, elle avait écrit à la peinture noire, « La sécurité est meilleure que la grandeur ». Sur le chemin du retour, je lui ai demandé si elle voulait s'arrêter pour prendre une glace. « Oui », a-t-elle dit, puis elle a fait une pause. « Maman. »« Oui, chérie. Tu as fait ce qu'il fallait. Même s'ils te disent que tu es méchante, même s'ils ne nous parlent plus jamais, tu as fait ce qu'il fallait. » J'ai scié fort contre la boule dans ma gorge. « Merci, ma chérie. Ça veut tout dire. » Elle s'est penchée en arrière sur son siège, souriant. Plus tard dans la soirée, j'ai vérifié mes emails une dernière fois avant de me coucher. Il y avait un nouveau message d'Emma, pas d'objet, pas de salutation, juste 6 mots, « Es-tu heureuse maintenant ? Tu as gagné. » Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Mais elle avait tort. Je n'avais pas gagné. Je suis parti, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas regardé en arrière. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre inattendue par la poste non pas d'Emma ou de mes parents, mais de ma tante Maggie, la sœur de ma mère. Elle avait toujours été gentille mais distante, une carte de Noël et un chèque d'anniversaire, ce genre de parents. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème, avec mon nom écrit en cursive soignée. À l'intérieur se trouvait une lettre de 5 pages et une petite clé. J'ai observé de loin pendant trop longtemps, a-t-elle écrit. Ce qui t'est arrivé m'est arrivé aussi, juste avec des acteurs différents. Ta grand-mère était exactement comme ta mère. Le modèle familial remonte à plusieurs générations. Elle a expliqué qu'elle tenait des journaux depuis son adolescence, documentant la cruauté subtile, le gaslighting, la façon dont certains enfants étaient élevés tandis que d'autres étaient diminués. Elle avait passé des décennies à essayer de comprendre pourquoi certaines familles créaient des hiérarchies de valeurs parmi leurs propres enfants. Je suis restée silencieuse pour préserver la paix. C'était mon erreur, a-t-elle écrit. La clé est pour mon garde-meuble. Les journaux sont à toi, si tu les veux.
peut-être t'aideront-ils à comprendre que rien de tout cela n'a jamais été de ta faute. Je n'ai pas visité le garde-meuble immédiatement. Je ne savais pas si le fait de dévoiler une autre couche de l'histoire familiale aiderait ou nuirait, mais mon mari m'a encouragé à y aller. La connaissance, c'est le pouvoir, a-t-il dit, et tu as déjà fait la partie la plus difficile, protéger ta fille. 2 semaines plus tard, je me tenais dans un entrepôt climatisé, regardant 6 boîtes en carton remplies de journaux reliés en cuir chacun daté, chacun annoté de petits marqueurs post-it indiquant des événements importants. Il y avait aussi une boîte à chaussures de photos, des lettres de famille soigneusement conservées et un arbre généalogique avec des notes en marge. J'ai passé le mois suivant à les lire le soir, après que ma fille se soit endormie. Les parallèles étaient étranges, les mêmes phrases résonnaient à travers les générations, ne sois pas si sensible, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, tu fais un plat de rien. Lire les journaux de tante Maggie, c'était comme trouver une carte d'un pays que j'avais navigué les yeux bandés. Le soulagement de la reconnaissance était profond. Je n'étais pas folle, je n'étais pas trop sensible. C'était un héritage familial, soigneusement entretenu et transmis comme un héritage empoisonné. J'ai écrit à tante Maggie, la remerciant pour le cadeau du contexte. Nous avons commencé une correspondance qui a finalement conduit à des visites. Ma fille s'est immédiatement attachée à elle, fascinée par sa collection de pierres insolites et ses histoires sur ses voyages en solo à travers l'Europe dans ses années 60 après son divorce. Elle ne me fait pas mal aux oreilles, a expliqué ma fille, ce qui était une grande louange de sa part. Presque 1 an après l'incident de l'anniversaire, la situation financière d'Emma a atteint un point de rupture. Leur voiture a été saisie, ils ont déménagé dans un appartement plus petit. Mes parents les ont aidés, bien sûr, mais sans mes contributions, le filet de sécurité était plus mince qu'ils n'y étaient habitués. Par le biais du bouche-à-oreille familial, j'ai entendu des rumeurs de consultations, de conversations larmoyantes sur les schémas de comportement. Je ne savais pas si j'y croyais. Les gens confondent souvent les conséquences avec l'illumination. Puis est arrivé l'email de mon père court, maladroit, clairement mal à l'aise avec la vulnérabilité, nous voyons quelqu'un, un thérapeute. Ta mère ne sait pas que je t'écris ça. Nous avions tort. J'avais tort. Je ne m'attends pas à des excuses, je voulais juste que tu saches. Je l'ai montré à mon mari. Il l'a lu 2 fois. Veux-tu répondre, a-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Une partie de moi pense que c'est juste une autre manipulation, et l'autre partie espère que c'est vrai, mais c'est que ça ne change rien. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai regardé ma fille s'épanouir dans un environnement exempt de jugement constant. Son enseignante a constaté des améliorations dans sa confiance en soi. Elle a participé davantage aux discussions en classe, elle a même rejoint un groupe de théâtre pour enfants ayant des sensibilités sensorielles. La metteur en scène m'a envoyé une vidéo de sa première représentation. Elle jouait une étoile dans une pièce sur le système solaire. Une réplique, même les petites étoiles brillent. Elle l'a dite parfaitement, sans la trace d'anxiété qui faisait autrefois trembler sa voix. 3 semaines après l'email de mon père, j'ai enfin répondu, je suis contente que tu reçoives de l'aide. J'espère que cela t'apportera la paix. Nous allons bien et nous sommes heureux. Ce n'est pas une invitation à revenir dans nos vies, mais je voulais que tu saches que nous allons bien mieux que bien. Il n'a pas répondu, ce qui était en fait un bon signe. Cela signifiait qu'il respectait la limite. 2 ans après l'incident de l'anniversaire, nous avons déménagé dans une autre ville pour le travail de mon mari, un nouveau départ dans un endroit sans souvenir, sans risque de rencontres gênantes au supermarché avec la famille élargie, sans école où ma sœur pourrait se présenter. Notre nouvelle maison avait un jardin. Ma fille et moi avons planté des tournesols et des pois de senteur et les avons regardés pousser. Elle a nommé chaque tournesol d'après une planète. Le plus grand était Jupiter, le plus petit, qu'elle soignait avec plus d'attention, était Pluton. Même s'ils disent que ce n'est plus une planète, a-t-elle expliqué, ça compte quand même. Pour son 9e anniversaire, nous avons organisé une petite fête avec ses nouveaux amis, pas de décoration Pinterest élaborée, juste des petits gâteaux maison avec du glaçage bleu et des pépites en forme d'étoiles, des jeux dans la cour, une pinata remplie de petits cristaux et de chocolat. Quand il a été temps de préparer les sacs cadeaux, elle a insisté pour aider. Elle avait tout choisi elle-même, de petits carnets avec des couvertures de constellations, des crayons avec des planètes dessus, un petit bocal d'étoiles phosphorescentes pour chaque ami. Pendant qu'elle les arrangeait soigneusement, en s'assurant que chaque sac contenait un contenu égal, elle a fait une pause. Maman? Oui, chérie. Est-ce que tu leur manques parfois?
grand-maman et grand-papa et tante Emma? J'ai pensé mentir, simplifier les choses, mais nous nous étions promis la vérité en toutes circonstances. Parfois, il me manque ce qu'ils auraient pu être, ai-je dit, mais pas ce qu'ils étaient. Elle a hoché la tête, satisfaite de la réponse, puis est retournée à sa tâche, fredonnant doucement, sûre de savoir que dans notre maison, chaque cadeau était donné avec amour sans condition, sans leçon à apprendre sauf une, elle suffisait, telle qu'elle était. Parfois, je me demande encore si j'aurais dû en dire plus à cette fête, ou si partir en silence était la chose la plus forte que j'aurais pu faire. Je me demande ce que ma fille se souviendra dans quelques années, et ce qu'elle n'aura pas à désapprendre parce que je l'ai arrêtée à temps. 3 ans après notre départ, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est Emma. Nouveau numéro. Je suis en ville pour une conférence. On peut se rencontrer. Mon premier réflexe a été de bloquer le numéro. Mon mari a vu mon visage et a tout de suite compris. Emma, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Tu ne lui dois rien, a-t-il dit. Je sais, mais la curiosité est une chose puissante. Après une nuit blanche, j'ai accepté de la rencontrer dans un café du centre-ville, un endroit public et neutre. Je suis arrivé tôt, j'ai choisi une table avec une vue dégagée sur la porte et les sorties. Emma avait l'air différente, plus mince, ses cheveux étaient plus courts, plus simples, plus aucune des mèches coûteuses qu'elle entretenait auparavant. Elle portait un maquillage minimal et des vêtements qui ne seraient pas sortis du lot, le contraire de la sœur parfaite d'Instagram dont je me souvenais. Elle m'a repéré et a hésité à la porte. Je n'ai pas fait signe ni souri, j'ai juste attendu. Merci d'être venue, a-t-elle dit lorsqu'elle est arrivée à la table. Sa voix était plus douce que je ne m'en souvenais. J'ai hoché la tête mais je n'ai pas parlé. Je suis en thérapie depuis 2 ans, a-t-elle dit, sans attendre les politesses. J'ai maintenant un diagnostic trait de personnalité narcissique avec des problèmes de codépendance découlant d'un traumatisme infantile. Il s'avère que maman et papa nous ont toutes les deux affectés, juste de différentes manières. J'ai pris une gorgée de mon café. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que j'essaie de faire amende honorable, a-t-elle dit. Pas pour te faire revenir dans ma vie. Je ne m'y attends pas, mais parce que j'ai besoin de reconnaître ce que j'ai fait. Elle a sorti un carnet, l'a ouvert. J'ai fait une liste de toutes les fois où je t'ai blessé, toi et ta fille. La fête d'anniversaire n'était que la dernière d'une longue série. J'étais jalouse de la façon dont tu la protégeais. Personne ne m'a jamais protégé comme ça. Une larme a coulé sur sa joue, mais elle l'a essuyé rapidement, un pas de sanglots dramatique, juste une reconnaissance. Maman et papa ne comprennent toujours pas, a-t-elle poursuivi. Ils ont essayé la thérapie pendant un certain temps, mais ont arrêté quand le thérapeute a suggéré qu'il t'avait fait de réels dégâts. Papa m'envoie toujours des articles sur la façon dont l'éloignement familial est une épidémie moderne, comme si c'était une tendance, pas une conséquence. J'ai presque souri à ça. Ça lui ressemblait exactement. Je ne demande pas pardon, a dit Emma en fermant son carnet. Je voulais juste que tu saches que quelqu'un dans la famille voit enfin la vérité. Tu as fait ce qu'il fallait, en partant. Elle s'est levée. C'est tout ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. Alors qu'elle se retournait pour partir, j'ai retrouvé ma voix. Emma. Elle s'est retournée, l'espoir traversant son visage pendant un instant. J'apprécie que tu dises ça. Ça n'a pas dû être facile. Elle a hoché la tête. Ça ne l'a pas été. Mais c'était nécessaire. Elle a hésité. Comment va-t-elle? Ta fille? Elle s'épanouit, ai-je dit honnêtement. Elle joue dans la pièce de l'école, elle a des amis qui la comprennent. Elle est heureuse. Bien, a dit Emma, et je pouvais dire qu'elle le pensait. C'est vraiment bien. Après son départ, je suis restée assise là longtemps, me sentant étrangement légère. Rien n'avait changé, pas vraiment. Nous n'allions pas redevenir sœurs, pas d'une manière significative, trop de dégâts avaient été faits. Mais quelque chose avait changé, un petit poids que je ne m'étais pas rendu compte que je portais encore. Ce soir-là, j'ai raconté à mon mari la rencontre. La crois-tu? A-t-il demandé. Je crois que oui, ai-je dit, mais ça ne change pas ma décision. Il m'a embrassé le front. Tu n'as pas besoin de validation extérieure. Tu sais déjà que tu as fait ce qu'il fallait. Plus tard, alors que je mettais ma fille au lit, elle m'a posé des questions sur ma journée. J'ai vu quelqu'un de ma vie d'avant, lui ai-je dit. Était-il méchant? A-t-elle demandé,
les yeux sérieux. Non, ai-je dit. Pas cette fois. Elle a hoché la tête, satisfaite, et s'est blottie plus profondément sous sa couette à imprimer Galaxy. Maman? Oui, chérie. Parfois à l'école, quand les enfants sont méchants, la maîtresse les fait présenter des excuses, mais ce n'est pas sincère. Étaient-ce des excuses sincères, ou des excuses de maîtresse? J'ai souri à sa perception. Je crois que c'était des excuses sincères. C'est bien, a-t-elle dit somnolente. Les excuses sincères comptent davantage. Alors que j'éteignais sa lumière, ne laissant que son projecteur d'étoiles projetant de douces constellations sur son plafond, je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Les excuses sincères comptent non pas parce qu'elles effacent le passé, mais parce qu'elles reconnaissent qu'il s'est produit. Je n'avais pas besoin de la validation d'Emma pour savoir que j'avais fait le bon choix, mais l'entendre ne m'a pas fait de mal non plus. Peut-être que j'en ai fait trop, peut-être que je n'en ai pas fait assez. Tout ce que je sais, c'est que ma fille dort paisiblement maintenant, sans ce battement d'ailes anxieux dans sa poitrine. Elle dit ce qu'elle pense sans hésitation, elle sait que sa valeur ne se mesure pas à la discrétion avec laquelle elle peut exister dans une pièce. Et ça me suffit. Mais maintenant, je veux vous demander, s'il s'agissait de votre enfant, auriez-vous fait la même chose? Auriez-vous vous éloigné, riposté plus fort, laissé tomber? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Ai-je fait ce qu'il fallait, ou ai-je franchi une ligne? Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci brute, émouvante et honnête, abonnez-vous.